Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, elle écrit cette œuvre en 1791 et il s'agit d'une reprise et d'un élargissement pour les femmes de la Déclaration de 1789. Donc, elle écrit cette œuvre sous le contexte historique de la Révolution. Et la Révolution, en fait, c'est globalement la revendication de l'égalité pour tous et une volonté donc d'abolir les privilèges et les différences, les rapports de domination en fonction du statut qu'on a dans la société, en fonction qu'on fasse partie de la noblesse, du clergé ou du tiers-état. Et donc pour les femmes, il s'agit d'un véritable espoir puisqu'elles pensent faire partie de cette révolution vers plus d'égalité et de liberté pour tous et toutes. Mais en vérité, elles sont écartées de la vie politique et elles sont considérées comme des citoyennes passives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont des citoyennes, elles font partie de la nation, mais elles n'ont pas forcément une part active donc, dans la construction de cette nouvelle société, de la vie politique. Par exemple, elles n'ont pas le droit de vote, elles ne peuvent pas participer aux différents débats à l'Assemblée nationale. Elles peuvent juste être en observatrice, mais elles ne peuvent pas vraiment contribuer donc, à la vie politique. Et donc le but d'Olympe de Gouges en écrivant la Déclaration de la femme et de la citoyenne, c'est de donner les mêmes droits civiques aux femmes que les hommes. Donc par exemple le droit de vote. Mais ce n'est pas une simple copie de la Déclaration de 89, parce que déjà rien que sur le plan du statut de l'œuvre, pas du tout la même chose. La Déclaration de l'homme et du citoyen, c'est une œuvre qui a un impact légal, alors que l'œuvre d'Olympe de Gouges, c'est une œuvre personnelle et de lutte. Donc déjà rien que par ça, elles sont très différentes. Deuxièmement, la déclaration de 91 n'est pas seulement une reprise et un élargissement de la déclaration de 89, pour la simple et bonne raison que déjà elle ajoute des droits. Elle revendique des droits plus privés qui concernent plus la vie privée et domestique, notamment pour assurer l'autonomie des femmes et pour s'opposer à l'oppression et à l'assujettissement au mari des femmes. Et donc l'une des choses très importantes pour elle et qu'elle revendique notamment dans le postambule de multiples fois, c'est le droit à la propriété, qui est un droit inscrit dans la déclaration de 89, mais elle va lui donner une perception plus concrète avec cette idée de vraiment partager les biens dans le couple, dans la sphère familiale, dans la sphère maritale même, la sphère domestique. Elle y inclut aussi des revendications plus personnelles, notamment dans les articles, où il s'agit ici de répondre à un besoin qui est lié à sa biographie, puisqu'elle était apparemment l'enfant naturel d'un noble. Eh bien, elle défend les droits des enfants naturels pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de l'héritage de leur père. Donc, elle revendique les mêmes droits que les hommes pour les femmes et elle y ajoute des droits spécifiques et tout ça montre bien qu'elle remet en cause finalement l'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en montrant bien que dans la Déclaration de l'homme, il n'y avait pas cet homme être humain, mais que c'était bien homme de sexe masculin et que ça ne recouvrait pas les conditions de chaque être humain, que ça ne peut pas en fait recouvrir les situations de chaque être humain, homme et femme. Cela dit, Olympe de Gouges n'est pas la seule à se battre pour les droits des femmes à cette époque. Il y a des clubs de femmes qui traitent de questions politiques, il y a des femmes dans les rues pendant les émeutes, et il y a aussi des femmes qui sont anti-révolutionnaires, qui ont des vrais discours anti-philosophiques, mais voilà, des discours argumentatifs,
plein d'une grande éloquence. Et il y a aussi des hommes eux-mêmes qui s'intéressent donc à la condition féminine, comme Condorcet. Il y en a peu, mais il y en a. Et Olympe de Gouges, bien qu'elle ait des revendications progressistes pour l'amélioration de la condition féminine dans la société, elle a aussi un certain conservatisme qui est assez notable par déjà ses idées royalistes et aussi par une sorte de leitmotiv dans son œuvre, une sorte d'obsession pour elle, qui sont les bonnes mœurs. La morale, pour elle, c'est extrêmement important, semble-t-il. Alors, autre point très intéressant de l'œuvre et auquel on ne peut pas vraiment échapper, c'est la postérité de l'œuvre. Alors, il y a eu peu de retours à son époque, elle a été très peu lue. Il y a eu très peu d'impact en fait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sur la condition féminine à son époque. Et il va falloir attendre Olivier Blanc en 1981 pour redécouvrir cette autrice qui avait été un petit peu oubliée. Et Olympe de Gouges, elle n'a pas été exécutée pour la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais pour une autre affiche, pour une affiche qui est celle des 3 urnes et qui remettait en question le gouvernement révolutionnaire mis en place. Donc, elle ne remettait pas en question la révolution, mais elle remettait en question le fonctionnement, le gouvernement tel qu'il était mis en place à cette époque en 1993, donc, quand elle a été exécutée. Bref. Mais elle-même, elle reste consciente, et ça c'est très important dans son œuvre, de la postérité possible, potentielle de son œuvre, et elle prend en main la vision d'elle-même qu'elle va laisser à la postérité. Ça veut dire qu'elle va prendre en charge la narration de sa propre vie et de son œuvre, notamment dans une des œuvres qu'elle écrit, qui est Les Mémoires de Madame de Valmont, dans lequel elle fait le récit fictif de sa vie et qui va entraîner une forme de légende d'Olympe de Gouges. Et même dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, il s'agit aussi pour elle de se montrer telle une femme forte, prête à aller jusqu'au bout pour obtenir ses droits. Et elle se présente elle-même comme une sorte de mélange d'hommes et de femmes. Donc elle prend en charge la vision que va avoir le public sur elle. Que va avoir le public sur elle. Alors attention donc, cette question de la postérité elle est importante puisque le fait que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne soit au bac, ça peut donner une vision un peu tordue de la réalité, une forme de distorsion ici, parce qu'il ne faut pas lui donner un poids historique qu'elle n'a pas eu. Elle n'a pas vraiment eu d'impact, en tout cas dans son temps, sur la condition féminine, sur l'amélioration de la condition féminine. Donc il s'agit plutôt dans vos dissertations de se contenter d'analyser ces écrits en dehors de l'impact réel que ça a eu et de ses effets hypothétiques, mais plutôt de s'intéresser à ce qu'elle a voulu faire, à ce qu'elle a exprimé et comment elle l'a mise en scène, mise en récit. Ça c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, j'espère que ces petites données sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges te permettra de déjà un peu plus rentrer dans l'œuvre. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur Olympe de Gouges pour te faire une meilleure idée, pour rentrer encore plus à l'intérieur de l'œuvre et de ses rouages. Et je te souhaite une bonne lecture et bon courage pour le bac.